une émission proposée par Lanzari Book en partenariat avec Styx Radio. Aujourd'hui, dans Mots et son histoire, je vous propose d'évoquer la fin du rêve champenois, sur la période 1201 à 1284. C'est une période très importante dans l'histoire de Meaux. Voyez-vous, Meaux, à cette époque, est confronté à un véritable paradoxe. D'un côté, Meaux perd de son influence à partir du début du XIIIe siècle avec l'arrivée au pouvoir de Thibaut IV de Champagne, le nouveau comte de Champagne qui succède à Thibaut III, donc c'est le petit-fils d'Henri Ier le libéral, décide euh, de faire de Provins sa capitale politique. Alors Provins, qui déjà était la capitale économique de la Champagne, devient en plus la capitale politique. Pour Meaux, c'est une catastrophe. Heureusement, Meaux va bénéficier d'un événement dramatique du début qui couvre presque la première moitié du XIIIe siècle, qui est la croisade des Albigeois. Alors, les Albigeois, ce sont les Cathares. En fait, je ne vais pas vous raconter tout sur l'hérésie cathare, mais il faut que vous sachiez qu'il y avait des hérétiques qui ne voulaient plus faire appel au clergé traditionnel et qui avaient leur culte dans le sud de la France, sur les terres de Raymond VI de Toulouse. Et là, on était en 1209. Le pape Innocent III, qui est le pape de l'époque, décide alors de faire envoyer un légat pontifical pour convaincre le comte de Toulouse Raymond VI d'attaquer les villes de Béziers et d'Albi qui se sont mis dans la foi cathariste, dans le catharisme, qu'on appelle à l'époque les Albigeois. Pourquoi? Parce que la capitale des Cathares, c'est Albi. Donc on les appelle les Albigeois. Malheureusement, Raymond VI refuse et fait assassiner le légat pontifical. À partir de là, le pape Innocent III rentre dans une colère noire et appelle à la croisade. Alors certains chevaliers y vont, il y a même le massacre de Béziers en juillet 1209. Le roi de France, Philippe II Auguste, est plus mesuré et en fin politique décide de ne pas se mêler des affaires du comte de Toulouse, qui est un de ses vassaux. Il n'a pas l'intention d'aller massacrer ses sujets, quand bien même ils aient une autre religion, quand bien même elle soit hérétique que lui. Philippe Auguste a déjà fait chasser les Juifs en 1182 de Meaux et de l'ensemble du royaume des Francs. C'est pas pour poursuivre ce genre de politique avec des gens qui croient au Christ. Pour Philippe Auguste, ce sont quand même des chrétiens, ce ne sont pas des juifs. Donc Philippe Auguste ne veut pas prendre part à cette croisade. Mais la croisade des Albigeois s'éternise. Les habitants d'Albi résistent toujours, et le sud de la France est toujours sous l'hérésie cathare. À la mort de Philippe Auguste en 1223, c'est Louis VIII le Lion qui lui succède, le père de Saint-Louis. Louis VIII le Lion, par contre, décide de prendre part à la croisade des Albigeois. Il faut dire qu'il a une épouse Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, qui est une très très fervente catholique, à la limite du fanatisme religieux, et qui n'entend pas laisser s'épanouir une hérésie face à la puissance pontificale.
Du coup, Blanche de Castille pousse Louis VIII le Lion à intervenir. Bien mal lui en a pris, puisque Louis VIII le Lion revient de croisade mourant, et il meurt de la peste en 1226. Blanche de Castille se retrouve avec un petit garçon âgé de 10 ans, Louis IX, qui n'est donc pas encore majeur, et c'est un grand malheur pour le royaume de France. Mais la croisade des Albigeois se poursuit. Et elle va encore se poursuivre durant 3 longues années. Et c'est finalement Simon de Montfort qui prendra Albi et qui détruira Albi entièrement. La ville sera entièrement reconstruite après le massacre de Simon de Montfort. Le dénouement a lieu à un traité, et c'est à Meaux. Et oui, pourquoi à Meaux? Parce que Thibaut IV est le cousin de Raymond VII, le fils de Raymond VI de Toulouse, qui a continué à soutenir les cathares, ou du moins à ne pas réprimer l'hérésie. Et pour faire l'intermédiaire avec le roi de France Louis IX, le futur Saint-Louis, qui est âgé alors de 15 ans, eh bien, ce comte de notre Thibaut IV, comte de Champagne, qui possède la ville de Meaux, s'est dit que c'était plutôt une bonne idée d'aller à Meaux, qui est proche de Paris, et de faire venir Raymond VII pour les négociations face à Blanche de Castille, chargée de mener les négociations, avec à ses côtés le roi de France, son jeune fils Louis IX, âgé de 15 ans. Et donc les négociations, le traité de paix a lieu à Meaux, et c'est donc à Meaux qu'est décidé que le roi de France s'emparerait du comté de Champagne par le mariage de la fille de Raymond VII avec un des princes de sang royal, avec un des frères de Louis IX. Si jamais il y avait des... Et en fait, mais comme évidemment Louis VIII le Lion est décédé, ça a été un peu compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est prévu que quand le comte de Champagne, Raymond VII, décéderait, le comte de Toulouse, pardon, excusez-moi, le comte de Toulouse, Raymond VII, décéderait, eh bien, le comté de Toulouse irait dans le giron du roi des Francs, qui est depuis 1204 le roi de France, grâce à Philippe Auguste. Mais il y avait encore quelquefois dans les édits à cette époque Louis, roi des Francs, donc c'est normal, hein, puisque on est au début, c'est le tout premier règne d'un roi de France qui a été sacré roi de France. Car à la base, on a été sacré roi des Francs et non pas roi de France. Donc Louis IX est le premier roi à avoir été sacré roi de France. C'était donc le début vraiment des rois de France avec Louis IX, puisque Philippe Auguste est le dernier roi des Francs et en même temps le premier roi de France. Mais c'est à Meaux que s'est joué ce traité où le comte de Toulouse a accepté de céder son comté au roi de France. Mais finalement, je ne vous en parle pas là parce que ça ne s'est pas joué à Meaux, mais par la suite, il y aura à nouveau une révolte du comte de Toulouse à la fin des années 1230 et au début des années 1240, qui soutiendra le roi d'Angleterre Henri III, et on aura le renouvellement du traité de Meaux, mais qui ne se fera pas cette fois-ci à Meaux. On appelle aussi le traité de Meaux le traité de Paris. C'est dire si l'influence de Paris était grandissante sur Meaux.
vous comprendrez que Meaux est au cœur des attentions au XIIIe siècle. Vous voyez, les 10 minutes sont presque achevées. J'avais prévu d'aller jusqu'en 1284. Mais je vais quand même essayer d'atteindre mon objectif en vous disant que, parallèlement, la cathédrale de Meaux poursuit sa construction, mais elle est stoppée net parce que l'évêque Pierre de Cuisy, en 1253, essaye de détruire les tribunes qui ne sont plus à la mode du temps, et cela provoque l'effondrement du chœur, qui est à l'époque en gothique soissonnais, et qui va donc être reconstruit en gothique rayonnant en toute hâte par Gauthier de Varinfroy, l'architecte qui travaillait sur la cathédrale de Chartres. Et puis finalement, à la fin du XIIIe siècle, en 1284, après 14 ans après la mort de Louis IX et un an avant la mort de Philippe III le Hardi, le fils de Louis IX, Saint-Louis, nous avons son héritier, Philippe, le futur Philippe IV le Bel, qui épouse Jeanne de Navarre, la fille d'Henri III de Champagne. Et Jeanne de Navarre, comme elle est la seule héritière du comté de Champagne et qu'elle épouse évidemment Philippe, le futur Philippe IV le Bel, symboliquement ce mariage donne au royaume de France l'ensemble du comté de Champagne, dont la ville de Meaux. Je vous remercie de votre attention. Cette émission a été réalisée par Lanzaribook en partenariat avec Styx Radio. Je vous rappelle que mon émission est destinée à toute la famille, parents comme enfants, et que après le confinement, vous pourrez retrouver toutes mes émissions sur ma chaîne YouTube Benoît Cazaère, un autre regard sur l'histoire. À très bientôt. Au revoir.